Ok, salut tout le monde. J'espère que vous m'entendez bien. Actuellement, je suis un peu en retard, désolé, parce que j'étais en train d'installer le nouveau setup. Comme vous pouvez voir, il y a ma bibliothèque juste ici. Alors, si la vidéo est pas d'assez bonne qualité pour vous, je pense que vous pouvez quand même voir à peu près c'est quoi qu'il y a dans la bibliothèque. Par exemple, j'ai des figurines déjà. Nezuko, par exemple, pour ceux qui connaissent Demon Slayer. Mais aussi, j'ai énormément de mangas ici, des One Piece, des Demon Slayer, des modèles de bateaux One Piece et d'autres sortes de babioles. Mais évidemment, ça fait longtemps que j'ai pas fait de live. Je suis très content d'en refaire maintenant. Bienvenue Bastien. D'ailleurs, et on va du coup commencer aujourd'hui en parlant de Hiro Mashima. Ou si vous préférez le prononcer plus à la japonaise, Hiro Mashima ou Mashima Hiro. Ok, alors, du coup, Hiro Mashima, c'est peut-être l'auteur que vous connaissez pour, par exemple, ses œuvres, son œuvre la plus connue, c'est Fairy Tail, tout simplement. Bon, ce que je tiens dans ma main, c'est Fairy Tail 100 Year Quest, mais on va parler de Fairy Tail plus tard. Bienvenue Esterlin, bienvenue à tout le monde d'ailleurs qui nous a rejoint. Du coup, ouais, sujet du jour, Hiro Mashima. Donc, commençons par une petite rétrospective de qui est Hiro Mashima et qu'est-ce qu'il a fait en fait pour en arriver à son succès actuel, à être aussi connu. Bon, déjà, Hiro Mashima, c'est ce qu'on appelle quelqu'un qui est un génie naturel du manga. Pour ceux qui ont suivi Bakuman, ben c'est globalement Eiji Nizuma. Donc, pour ceux qui ont suivi Bakuman, vous la comprenez. Mais sinon, dites-vous simplement que s'il y a une personne qu'on peut considérer comme étant le mangaka idéal, ben c'est Hiro Mashima. C'est la personne qui a toutes les bonnes qualités requises pour être un bon mangaka. Et ben, je veux dire, ces mangas font souvent partie du top 10 des ventes, par exemple au Japon, etc. Mais aucun de ces mangas n'a vraiment marqué l'histoire en tant que tel. Ce qui est un peu dommage. Mais si on apprend un peu à connaître la personne derrière, on se rend vite compte que il en jette. Bienvenue Claudia d'ailleurs. Alors, du coup, Hiro Mashima, c'est quelqu'un qui depuis tout petit voulait devenir artiste. Donc du coup, il a choisi de devenir mangaka. Ses parents et ses grands-parents étaient en faveur de son choix de carrière. Du coup, ça a énormément aidé, évidemment. Bienvenue Geneviève Anne. Et voyons, je vais essayer de lire vos commentaires en même temps. Désolé, parce que c'est pas... c'est pas très facile. Je m'excuse. Non. Alors, du coup. Mangaka idéal. Ok, Loïc, malgré le fait qu'il écoute trop ses fans et qu'il ne laisse pas mort les personnages qui devraient... Pardon, j'essaie de lire. Qui devrait être mort. Ah, Makarov. Ok, alors, du coup, ouais, voilà. Pourquoi je dis que c'est un mangaka idéal, mais c'est surtout au niveau de la personne, au niveau de ses choix. Après, chacun est juge. Je veux dire, je ne trouve pas que le scénario de Fairy Tail est parfait, loin de là. Mais je pense pas qu'un manga, ça se limite à un scénario. Et je pense qu'au niveau d'être un mangaka, c'est vraiment la personne idéale. Je vais vite t'expliquer pourquoi d'ailleurs. Loïc, merci de ton intérêt. Alors du coup, d'abord, c'était donc quelqu'un qui a étudié en art. C'est quelqu'un qui, de base, voulait devenir dessinateur mangaka. Ensuite, il a pris une école de dessin manga. Et c'est là qu'il s'est démarqué. C'est-à-dire que dans son école, en fait, l'école, il l'a pas fini. Il trouvait simplement que les dessins enseignés sont bien pour des amateurs, mais à un niveau professionnel,
ça ne l'aidait pas assez. Du coup, il a complètement drop. Et souvent, les gens qui ont du succès par la suite, on se rend compte que souvent, tu vois, il y a des gens qui lâchent leurs études pour se lancer dans leur carrière et qui ont du succès par la suite. Souvent, c'est ça qu'on considère comme des génies. Par exemple, si on regarde Steve Jobs, par exemple, Bill Gates, ce sont des gens qui étaient à Harvard, qui étaient dans des très grandes universités et qui ont lâché parce qu'ils sentaient l'inspiration de leurs de futurs projets devenir des succès. Et c'est ce qu'ils ont réussi à faire. Alors, c'est là que Hiro Mashima s'est démarqué parce que dès l'année 1996, il a gagné son premier concours alors qu'il n'a même pas fini l'école de dessin. Et c'est là qu'il a commencé par être publié dans le Weekly Shonen Magazine, où il est toujours publié d'ailleurs, avec son premier manga, qui est Rave Master, que j'ai ici pour vous montrer. Rave Master, c'est extrêmement vieux. Tous les mangas qui en fait sont sortis avant les années 2005 à peu près, il y en a énormément qui sont publiés dans l'ordre occidental. C'est-à-dire que la couverture, elle est de ce côté-ci. Pour vous faire une comparaison avec un Fairy Tail, la couverture, elle est de l'autre côté. Vous voyez? C'est-à-dire à quel point c'est vieux. Rave, mais bon, on n'est pas un vieux style, un Jojo non plus. Ça reste son premier projet. Alors, du coup, Rave Master, c'était son premier petit succès. Ça parle globalement de fantasy, de vaincre les démons, de sauver le royaume. Ce genre de trucs avec des personnages tous qui sont hauts en couleur. Et je dirais même que c'est la force de Rave Master, c'est les personnages. C'est les personnages qui, malgré les stéréotypes avec lesquels ils sont associés, ces personnages arrivent à se démarquer et à nous laisser des souvenirs. C'est aussi dans Rave Master qui est apparu pour la première fois son personnage le plus emblématique, qui est Plou, tout simplement, qui est supposé être un chien. Je ne sais pas si c'est... Voilà, à l'endos. Vous voyez, Plou ici. D'ailleurs, Hiro Mashima autorise tous les autres mangaka à en fait faire des mangas, des mangas secondaires basés sur ses œuvres, à une seule condition, c'est que sur le nez de Plou, il a exactement 5 espèces de lignes pour les vrilles, là. Je ne sais pas comment vous... 5 cercles. Bref, c'est sa seule condition à respecter si vous voulez faire votre propre manga basé sur Fairy Tail, sur Rave Master ou quoi que ce soit d'autre. Alors, voilà, il y a la question de Loïc. Est-ce qu'il est expliqué quelque part la raison pour laquelle ces scénarios se ressemblent énormément? Je pense honnêtement que chaque auteur est inspiré par ce qu'il rencontre durant sa vie. Et le truc, c'est que Hiro Mashima, c'est un gros gamer. Et un gros gamer de RPG japonais. Et entre les Final Fantasy, les Dragon Quest, Voilà, c'est quelqu'un qui joue énormément aux jeux vidéo de RPG japonais. Et pour cette raison, je pense que... Voilà, c'est pour ça que je pense les scénarios se ressemblent beaucoup, parce que son inspiration, c'est à peu près la même. Je veux dire, dans les JRPG, les scénarios, c'est à peu près tous très très similaires quand même. C'est dans le même style. Et dans les JRPG, certes, il y a des tournants d'histoire, mais je veux dire, il y a une limite à ce que tu peux faire en narration, tout en donnant le choix aux personnages, aux joueurs, en fait, de faire ce qu'ils veulent dans le monde. Tu vois, tu peux pas faire trop de différences scénaristiques entre les histoires si tu veux donner cette impression d'histoire de héros. Et ben, du coup, ça revient énormément. Bienvenue, Tom. Salut, c'est vraiment pendant... Voilà, ça serait bien de faire une chaîne Twitch. Ah, merci, Liam. Une chaîne Twitch, c'est à en discuter. Mais je pense que Twitch, c'est un peu plus pour les gens qui sont un peu jeux vidéo. Je sais pas à quel point ça marcherait comparé à Facebook, en fait, pour notre communauté. Donc, c'est à discuter. Je veux dire, moi, je suis pas contre l'idée. On verra bien à l'avenir. Ouais, du coup, Rave Master. Après Rave Master, en fait, c'est là qu'en 2006 est apparu son premier grand succès. Mais le truc, c'est que Fairy Tail, à ses tout débuts, ressemblait
à tout va à Riff Master. C'est-à-dire que Fairy Tail avait tout pour devenir une autre histoire banale de fantasy. Voilà, cette fois-ci, c'est avec des guildes de mages au lieu d'un royaume à sauver. Et c'est des petites histoires folles, un peu à la Riff Master. Mais quelque chose va changer parce qu'en fait, il avait prévu de finir Fairy Tail au 10e tome, qui est à peu près l'arc de la Tour Céleste, où il y a l'histoire de background de Erza Scarlet, par exemple. Mais le truc, c'est qu'autour du tome 10, c'est là que Fairy Tail va marquer pour la première fois un grand tournant de l'histoire de sa carrière. C'est que le tome 10, c'est là le début, en fait, une espèce d'explosion de popularité qui va se gagner. C'est là que Fairy Tail va rentrer dans les rangs, obtenir un animé, de devenir un grand successeur des Naruto et des Bleach qu'on avait 10 ans auparavant, j'ai envie de dire. Même moins que 10 ans auparavant. C'est là que Fairy Tail va être connu dans le monde entier, dans le monde des otaku. C'est là qui n'a jamais entendu parler de Fairy Tail. Et pourtant, c'était pas son ambition initiale. Mais pour faire plaisir aux fans, du coup, Fairy Tail, voilà, c'est continué. Et aujourd'hui, on en compte à peu près 70 volumes, il me semble. Et après Fairy Tail, évidemment, un de ses assistants a repris le flambeau et a fait Fairy Tail 100 Year Quest, qui est la suite, et qui semble être assez prometteur, selon moi. Ça a l'air d'être assez long. C'est-à-dire, la rumeur dit que la quête va durer 100 ans. Je pense pas ici quand même, mais ça reste un manga. Ce que je veux dire, c'est que, contrairement aux autres, side story de Fairy Tail, genre les histoires de Wendy ou de Grey qui ont aussi leur propre manga, 100 Year Quest semble bien parti pour durer très très longtemps quand même. Je lis le manga actuellement et je pense que l'histoire en a encore pour un bon bout. Peut-être pas aussi long que Fairy Tail, mais ça sera quand même très intéressant sur la durée. Du coup, ouais. Et en fait, après Fairy Tail, c'est là qu'il va faire peut-être mon œuvre de Hiro Mashima préférée, c'est-à-dire Eden Zero, qui est lancé en 2018, donc ça fait même pas 3 ans, et qui a déjà son animé parce qu'on sent que ce sera un succès. Peut-être pas au point de Fairy Tail, parce que Fairy Tail, généralement, les mangaka qui ont du succès, ils ont un grand succès dans leur carrière et ensuite leurs prochaines œuvres ne sont plus aussi puissants. Par exemple, si on regarde les auteurs de Death Note, Death Note c'était leur grand projet. Maintenant, ils ont fait Bakuman qui était quand même un succès. Ensuite, Platinum End. Mais ça n'arrive pas à la portée que Death Note avait, par exemple. Dans ce cas-ci, Eden Zero, je ne pense pas que ce sera un autre grand phénomène comme Fairy Tail, mais je pense que Eden Zero a de très nombreuses qualités par rapport à Fairy Tail. D'abord, l'univers est beaucoup plus original. C'est un univers de mélange entre la magie et la science-fiction, contrairement à Fairy Tail qui est presque purement magique. Et ça se passe dans des voyages stellaires, qui est un sujet de fantasy très peu abordé dans le genre du manga. En effet, la plupart des fantasy se passent voilà, dans un monde ou un autre. Je pense que le dernier manga avant Eden Zero qui a abordé l'espace, que j'ai lu, le dernier shonen manga, je veux dire, qui se passait dans l'espace, que j'ai lu, c'était Dragon Ball Z. Pour vous dire à quel point c'est rare. Je veux dire, il y a des scènes dans One Punch Man, par exemple, où ils s'en vont sur la Lune, par exemple, évidemment, mais avoir l'espace comme un des thèmes principaux de ton univers créé, c'est vraiment très rare. L'autre truc, c'est que Fairy Tail, en fait, je pense que beaucoup de fans de Fairy Tail aimaient beaucoup Fairy Tail au début pour le côté quête, pour le côté aventure, exploration et tu vois, courtes histoires faciles à suivre, mais qui ont quand même leur importance dans le grand but final des personnages. Et Eden Zero. Et le truc, c'est que Fairy Tail a embarqué dans des très très grands arcs par la suite. Des arcs qui duraient plusieurs tomes. C'était très lourd à suivre. C'était des arcs à la One Piece, si vous connaissez One Piece.
C'est des arcs très très longs pour en finir sur un climax. Mais le truc, c'est que Hiro Mashima n'est pas Eiichiro Oda, donc sur des très longs arcs, parfois il a du mal en fait à créer des tensions qui sont capables de durer tout le long de l'arc. Du coup, ce que lui il fait avec l'histoire, c'est qu'il meuble avec beaucoup de plot twists, avec beaucoup de surprises. Et dans ce sens-là, c'est un très bon mangaka parce qu'en fait, il joue avec les fans. Je veux dire, il fait interagir les fans à la fin de chaque nouveau chapitre sorti dans le magazine. Il y a un plot twist ou un autre. Bref, voilà. Pour les fans, je pense que c'est super fun de suivre ces aventures. Maintenant, Eden Zero, les histoires sont assez courtes. C'est pas des grands arcs comme Fairy Tail. Donc, je pense que pour ceux qui apprécient les petites histoires courtes, mais qui à chaque fois dévoilent un peu plus de l'univers, mais qu'on garde le sentiment d'exploration, de découverte, je pense que Eden Zero est vraiment excellent. D'ailleurs, en parlant d'Eden Zero, il y a le tome 13 qui est sorti il y a pas longtemps, qu'on a en entrepôt, si vous voulez. Donc, il y a déjà au moins 13 volumes à se mettre sous la dent. Alors, ensuite, retournons un peu à son histoire, je pense. En fait, Hiro Mashima, contrairement à Oda, par exemple, à Masashi Kishimoto, à d'autres grands mangaka, Hiro Mashima n'a jamais été assistant d'un autre mangaka. Il a vraiment lancé sa carrière lui-même. Et en fait, c'est pourquoi je pense que c'est une success story quand même, parce que la plupart des mangaka, ils commencent à être assistants. Ils apprennent. C'est pour ça qu'ils appellent le mangaka principal auprès de qui ils travaillent sensei, parce qu'au final, ils apprennent en tant qu'assistant et ensuite, ils font leur propre chemin. Lui, il a commencé direct lui-même. Aujourd'hui, il travaille avec 5 assistants différents. Et ses assistants l'appellent Superman. Du moins, c'est un surnom qu'il a. Pourquoi il l'appelle Superman? En fait, c'est que ce gars-là a une santé d'enfer et une concentration d'enfer. C'est que, selon les dires de ses assistants, il arrive à avoir déjà 7 heures de sommeil par nuit. Ce qui est très très rare si vous connaissez le monde des mangas. Les mangaka en général, c'est plus dans le coin de 4 heures, 5 heures de sommeil par nuit maximum. Mais aussi, il a une capacité à produire énormément de dessins. C'est-à-dire qu'il travaillait sur 2 de ses projets, Monster Hunter et Fairy Tail en même temps. Et il devait sortir 40 pages pour Monster Hunter par mois et 20 pages au moins pour Fairy Tail par semaine. Et son record, apparemment, c'était 65 pages en une semaine, dont 3 pages coloriées. Donc, pour vous donner une idée à quel point c'est énorme, alors que la plupart des mangaka arrivent même pas à faire 20 pages par semaine. Voilà. Et aussi, pendant que j'ai suivi Fairy Tail, j'ai vraiment remarqué que lui, il prenait jamais de pause. Tu vois, si vous suivez les derniers chapitres sortis des différents grands mangas, vous allez remarquer très vite que Fairy Tail ne prend aucune pause. Toutes les semaines, il y a un chapitre qui est sorti. Il travaille vraiment comme un super-héros au final. Bienvenue Kamel d'ailleurs. Donc ouais, c'est quand même assez incroyable. Je veux dire, c'est clairement pas... On n'est pas... Évidemment, il n'est pas aussi vieux que Oda, par exemple. Et il me semble que Oda, durant les mêmes âges, il s'était aussi considéré comme un Superman parce qu'il travaillait d'arrache-pied toutes les semaines. Il était toujours à temps. Mais maintenant, par exemple, Oda, à peu près une fois par mois, il prend une pause d'1 semaine, ce qui est pas plus mal parce que voilà, il commence à devenir un peu plus âgé, donc la santé c'est important. On veut pas, voilà, on veut pas lui enlever son temps de repos non plus. Mais Hiro Mashima est vraiment impressionnant parce qu'il arrive à continuer à travailler en tant que mangaka tout ce temps et à ne jamais prendre de retard au final. Autre chose qui fait en sorte que j'aime bien Hiro Mashima, je pense que c'est la continuité dans ses mangas. Par exemple, dans Eden Zero, tout comme dans Fairy Tail, il y a le personnage de Happy.
Mais plus qu'Arapi, évidemment, il y a Plou qui revient à chaque fois, systématiquement. Mais c'est maintenant que je vais peut-être vous surprendre ou vous apprendre quelque chose d'étonnant. C'est que Hiro Mashima, les noms de ses personnages principaux ont tous un rapport avec des saisons. Alors, on va commencer du coup par Rave Master. Le personnage principal de Rave s'appelle Haru. Haru veut dire printemps en japonais. Donc, déjà une saison. Ensuite, vient le personnage de Natsu dans Fairy Tail. Natsu voulant dire été en japonais. Puis, je ne l'ai pas avec moi, mais dans son manga Monster Hunter, le personnage principal s'appelle Aki, qui veut dire automne. Et il a un one-shot dans lequel son personnage s'appelle hiver. Mais le truc, c'est que le mot hiver, fuyu, en japonais, est typiquement associé aux femmes. Donc, du coup, c'est très difficile de créer un personnage principal masculin et lui donner un nom qui a rapport avec l'hiver. Du coup, on n'en a pas vraiment. Mais par contre, le personnage principal de Eden Zero, Shiki, en fait, Shiki, c'est une autre façon en japonais de dire 4 saisons. Donc, vous commencez à voir un peu les petites références. Autre fait saillant ou intéressant, je pense, c'est le fait qu'il met, en fait, une partie de lui-même et de ses amis proches dans les personnages, dans presque tous les personnages principaux qu'il fait dans les mangas. Par exemple, dans Fairy Tail, le personnage de Grey a une habitude à retirer ses vêtements à peu près à des moments random. Dans une interview, Hiro Mashima a expliqué que c'était en fait une de ses propres habitudes de le faire avant. Bon, on espère que l'habitude a changé maintenant parce qu'il est quand même très célèbre. Donc, on ne veut pas qu'il y ait de quiproquo. Mais voilà. Autre fait intéressant, Natsu, par exemple, il a un mal de transport. Ça vient directement d'un de ses amis qui, à chaque fois qu'ils prennent le taxi ensemble, il a mal au cœur. Donc, c'est un mangaka qui met beaucoup de son humanité, du moins de sa vie IRL dans ses mangas pour donner des dimensions, je pense, plus marrantes à ses personnages. Alors, ensuite, évidemment, ces scénarios sont souvent critiqués. Mais voyons voir. En fait, je pense que ces scénarios sont souvent critiqués par des gens qui ont connu les Naruto, qui ont connu la génération des Bleach, mais aussi les Dragon Ball, qui ont connu ces mangas qui sont extrêmement réalistes, dans le sens où les méchants, généralement, ils meurent, ou du moins, il y a une touche de fatalisme dans ces mangas qui les rendent très profonds. Mais le truc, c'est que Hiro Mashima, lui, je ne pense pas que c'est son genre. Tout simplement parce que je pense que lui, ce qu'il aime, c'est les happy end. Quand on regarde Fairy Tail, par exemple, je veux dire, ces personnages, en effet, sans spoiler, il y a énormément de fois où il y a des personnages qui auraient dû mourir, mais qui ne sont toujours pas morts. Je pense que lui, il n'aime pas l'idée que ses lecteurs soient tristes de voir un personnage qu'ils adorent mourir. Je pense que c'est quelque chose qu'il n'arrive pas à supporter, donc c'est un peu son côté nounours, si vous voulez. Et du coup, Hiro Mashima fait en sorte que ses personnages restent en vie. Tout simplement, je pense à part les méchants, dont la mort n'est même pas montrée. Dans la plupart des cas, la plupart des rivaux ou des personnages principaux ne meurent tout simplement pas dans la plupart de ses mangas. Mais aussi, il a expliqué durant certaines interviews qu'il trouvait que oui, ça aurait marqué l'événement, qu'il y ait un mort, que oui, en effet, ça aurait fait du sens, et que oui, en effet, la mort de personnage, je veux dire, ça crée des émotions, mais qu'au bout du compte, lui, il trouve que pour son histoire à lui, ça n'apporte pas grand-chose que ces personnages meurent de façon définitive, qu'il trouvait ça plus intéressant de les ramener parce qu'il avait autre chose à raconter encore sur eux, ce qui est un choix tout à fait louable. Je veux dire, c'est critiquable comme choix, évidemment,
mais ça reste ses propres œuvres, donc ses propres histoires. Maintenant, je ne dis pas que c'est le meilleur choix scénaristique à faire, mais je pense que à force de Hiro Mashima, c'est justement que peu importe le projet qu'il fait, si tu as aimé un de ses œuvres, généralement tu vas aimer tous les autres. C'est-à-dire que pour les mêmes raisons que tu as aimé Fairy Tail, tu vas aimer Rave Master, tu vas aimer Eden Zero. On retrouve énormément de bonnes choses qui reviennent à chaque fois dans ces mangas. Et les univers sont quand même assez différents, les histoires sont quand même assez différents. C'est pas des grosses histoires non plus préparées depuis le début à la One Piece, mais ça reste des histoires qui nous amènent sur des aventures et qui sont inattendues. Pourquoi je dis inattendues, c'est que on s'en rend pas compte parce qu'on a tendance à voir Fairy Tail comme un manga plus simple comparé au Naruto et au One Piece. Mais dans les arcs de Fairy Tail, il y a énormément de choses inattendues. Il y a énormément de moments qui sont tout simplement inattendus. Il y a énormément de plot twists. Il y a énormément d'imprévus qui surviennent au final. Donc, c'est quand même une très bonne chose, je pense, pour un mangaka d'arriver à surprendre et de ne pas toujours faire la même chose. Donc, ouais. Moi, je pense que c'est un mangaka qui vraiment mérite un grand respect, surtout pour sa capacité à travailler. Ses assistants disent, par exemple, que des fois, il passe des heures sur un jeu vidéo et ensuite, il n'a même pas besoin de pause. Il enchaîne direct sur le travail et il commence direct à travailler avec la pleine concentration. Bienvenue, Maude. Et voilà, c'est juste impressionnant de savoir que pendant que voilà, nous, les fans, on s'inquiète un peu quand même pour la santé de nos mangaka. Je veux dire, moi, je suis un grand fan de One Piece, de Berserk et de Hunter x Hunter, par exemple. Et je sais que Hunter x Hunter, Togashi, sa santé, c'est un peu inquiétant. Berserk, pour ceux qui ne l'ont pas su, malheureusement, Kentaro Miura nous a quittés il y a à peu près bientôt un mois. Il est mort le 6 mai cette année. Du coup, c'est un assistant qui va reprendre le flambeau. Mais voilà, c'est pardon, c'est quand même triste à se rendre compte. Mais c'est quand même bien de savoir que dans un milieu où la santé est aussi à risque, où la santé est aussi négligée par les auteurs, il y a quelqu'un comme lui qui tient le flambeau et qui reste droit et qui nous vend du rêve et qui va continuer à être là et qui n'a pas l'air d'avoir des soucis de santé. Il a l'air de péter la forme même et qui a l'air de kiffer son travail. Je veux dire, Hiro Mashima, si vous voulez devenir mangaka, je pense que Hiro Mashima, c'est probablement... ça peut facilement être un modèle à suivre pour son acharnement du travail. Donc au final, oui, ces scénarios sont pas parfaits, mais toutes les autres qualités d'un mangaka, il les a. Et je pense que le scénario, c'est un facteur parmi tant d'autres. Et d'ailleurs, c'est pas comme si ces scénarios étaient mauvais non plus. Je veux dire, ça reste des bonnes histoires. Ça reste des histoires qui, pour moi, plusieurs fois m'ont fait un peu pleurer, par exemple, parce que c'est des histoires incroyablement touchantes. Donc au final, ouais, je pense que c'est quelqu'un dont j'ai vraiment adoré suivre la carrière et j'ai vraiment très hâte de lire la suite d'Eden Zero. Du coup, je vais pour les minutes restantes, je pense que je vais vous parler peut-être de Eden Zero, parce que là, aujourd'hui, je suis vraiment venu dans l'idée de vous porter un message, c'est que tout le monde devrait donner une chance à Eden Zero et à essayer Eden Zero. Pour moi, c'est un manga qui est absolument génial et qui, en fait, vous pouvez voir de Rave Master au début de Fairy Tail, de la fin de Fairy Tail à Eden Zero, vous pouvez voir l'évolution du style artistique de l'auteur que je vais vous montrer bientôt. Bienvenue Jérémy d'ailleurs. Si tu as le temps, évidemment, repasse voir le live depuis le début quand j'y mettrai fin, parce qu'il y a énormément de trucs que j'ai racontés au début du coup. Mais t'inquiète pas, reste avec nous, on va pouvoir parler un peu du style artistique.
Par exemple, ok, voyons voir. Vous pouvez voir ici, les traits des cheveux et les traits des visages sont extrêmement cartoonesques au début. Et vous pouvez voir que les cheveux des personnages, ils sont quand même, je veux dire, ils ont quand même un style très simpliste dans leur création. Ensuite, évidemment, il y a ça, par exemple. Vous voyez, ok, je sais que vous arrivez pas vraiment à le reconnaître, ce personnage, mais c'est Ralou. Donc, juste vous donner une comparaison. Voilà. Lui que je pointe avec mon doigt, là, c'est lui ici. Vous voyez les cheveux blancs, tout ça. C'est le même personnage. Donc, l'évolution de dessin c'est quand même énorme. Ah, d'ailleurs, ça, c'est un petit spin-off. Mashima Heroes. C'est tout simplement un manga un petit one-shot qui regroupe Haru, Natsu et Shiki dans une petite aventure. Les trois partent en vacances et c'est un peu un genre de one-shot où leurs univers se mélangent et ils doivent avoir une aventure ensemble au final. C'est très le fun. Je pense que si vous voulez vraiment lire ça et aussi Fairy Tail Zero qui raconte les origines de la guilde Fairy Tail. C'est aussi un autre one-shot. Il y a énormément de one-shot dans ces univers. Après, vous savez, les mangas que lui, il vend, généralement, c'est adressé à un public assez jeune. Je dirais typiquement en dessous de 17 ans. Parce que ces histoires sont très directes. Ces révélations sont très directes. Il utilise très peu de sous-entendus. La plupart des informations révélées sont extrêmement directes. Donc, c'est pas destiné forcément à un public qui s'attend à voir des indices cachés partout à la One Piece ou quelque chose comme ça. Au contraire, ces histoires sont très simples à suivre. Et je pense que leur simplicité fait que voilà, tu te casses pas vraiment la tête à essayer de comprendre l'histoire. L'histoire, elle est très facile à comprendre. Tu fais juste profiter des bons moments que l'histoire t'invite à, 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 à simplement suivre. Excusez-moi un instant. Voilà, excusez-moi, je suis de retour. Du coup, nous allons parler de Eden Zero, sa prochaine offre, que j'ai d'ailleurs, j'avais le tome où vous pouvez voir que sur Eden Zero, les détails dans ses dessins ont énormément évolué. Par exemple, là sur la main, vous pouvez voir à quel point il y a des détails maintenant dans ses dessins comparé à avant. Et pourtant, il travaille toujours aussi dur. C'est aussi la coloration de ses dessins se fait de façon digitale maintenant. Il ne fait plus du coloriage sur papier par lui-même à la main. Tout est fait à l'ordinateur après avoir scanné ses dessins. Bienvenue Kim. Alors, Eden Zero. Comment vous racontez l'histoire d'Eden Zero? Alors, Eden Zero, c'est très intéressant parce que l'un des deux personnages principaux, Rebecca, donc le personnage féminin principal, est très similaire à des similarités avec la jeunesse moderne. Par jeunesse moderne, j'entends tout ce qui est réseau social. Par exemple, elle est BeeTuber. Non, BeeCuber. Ce qui est à peu près l'équivalent des Instagrammeurs. Par exemple, c'est-à-dire qu'elle, son but, c'est de partir à l'aventure, découvrir du paysage. Et le BeeCube, c'est une technologie pour filmer les paysages et créer des vidéos en 3D, donc comme un cube, au lieu d'être une vidéo qui est un carré, au lieu d'être un cube. Donc, BeeCuber, c'est un métier un peu de réseau social. Et son objectif, c'est d'avoir 1 million d'abonnés à sa chaîne BeeCube. Et c'est là qu'au début de l'histoire, Rebecca va tomber sur une planète entièrement où il n'y a que des robots, où
Shiki, l'autre personnage mystérieux dont on ne connaît pas la parenté ni l'origine, se trouve. Shiki a un pouvoir assez spécial, c'est le pouvoir de contrôler et de générer la gravité. Dans cet univers, ce qui est l'équivalent de la magie ou de la mana dans les univers de fantasy, ici on l'appelle l'éther. Donc les personnages peuvent utiliser une sorte de pouvoir mystérieux à l'aide de l'éther, qui est comme source d'énergie. Et Shiki peut contrôler la gravité. Et il y a des indices comme quoi Shiki serait un grand roi démon dans l'espace ou quelque chose comme ça. Et ils vont se lier d'amitié au final. Et dès le chapitre 1, en fait, on se rend compte que c'est très différent de Fairy Tail. Parce que, contrairement à Fairy Tail où il s'agit d'une rencontre plus, comment dire, où tu découvres une guilde déjà faite, ici, les deux sont à l'origine de leur propre équipage et à travers leurs histoires, à travers leurs aventures, ils vont fonder et recruter de plus en plus d'autres membres de l'équipage. Donc c'est comme une sorte d'origine de leur équipage qui commence là, parce que ça commence bien quelque part. Et dans leur cas, ça commence avec eux deux. Et ensuite, ils vont traverser, ils vont aller de planète en planète. À chaque planète, il y aura un peu des petites intrigues. Il y a aussi des armées intergalactiques qui s'affrontent et ils se retrouvent au beau milieu de ce genre de conflit. Par exemple, il y a aussi des méchants qui parfois deviennent leurs alliés ou parfois sont simplement vaincus. Et ce qui est cool, c'est que Eden Zero crée une sorte de cohérence entre la magie et la science. Ici, c'est-à-dire qu'on n'est pas du tout dérangé par l'idée que les gens ont des pouvoirs, parce que les gens ont généralement très peu de personnages en fait ont des pouvoirs réellement. Et ceux qui en ont, généralement, c'est justifié. Par exemple, Rebecca, elle a des fusils qui tirent des balles laser. Donc, c'est très scientifique. Et de l'autre côté, il y a énormément de personnages cyborgs robotisés. Dans les faits, Shiki, je pense que c'est l'un des seuls qui se bat réellement qu'avec son éther et qui a un corps 100% humain, à proprement dit. Et en fait, tout comme la légende des dragons, par exemple, les dragons prennent énormément de place dans Fairy Tail parce que c'est un univers de fantasy. Je veux dire, les dragons sont au centre de l'histoire, de l'intrigue de Fairy Tail. Tout comme c'est le cas, l'univers, l'espace, le cosmos, ce sont les planètes, ce sont des thèmes qui sont au centre de l'histoire de Eden Zero. Par exemple, tout ce qui est relié à l'espace-temps, à l'espace, à la découverte de nouvelles planètes, aux environnements, tous aussi fous les uns que les autres, des planètes où les gens vivent sous l'eau, par exemple, ou autre chose comme ça, des personnages qui sont si grands, qui sont plus grands que des planètes même et qui sont quelque part dans l'univers, mais tu sais pas où, ou tout simplement des monstres cosmiques dans l'univers qui dévorent des planètes sur leur passage, n'en laissant que des runes et dont on ne comprend absolument rien de ces monstres. Il y a cet aspect très découverte, exploration, mais aussi très mystérieux. Là où Fairy Tail, on avait un sentiment de nouveauté, parce que malgré que ce soit de la fantasy traditionnelle, malgré que ce soit des combats de mages, Fairy Tail innove énormément le style de combat médiéval en donnant à ses personnages des attaques à base de coups de poing, qui est très très rare dans de la fantasy. Je veux dire, généralement, c'est des boules de feu lancées au loin ou des coups d'épée, voilà, alors que Fairy Tail ajoute cette dimension baston shonen à la fantasy. Tout comme dans ce style-là, Eden Zero va aussi ajouter son propre style qui va donner un aspect, comment dire, mythique à l'univers, en fait. C'est-à-dire qu'on a l'impression qu'il y a des divinités cachées, qu'il y a un côté un peu Lovecraftien qui sont présents. Et aussi, puisque chaque personnage nous est présenté les uns après les autres,
En fait, ce qui est bien, c'est qu'on a à chaque fois leur petite histoire, background. Euh, Ce que je veux dire par là, c'est qu'à chaque fois, ben, on les découvre vraiment à leur passé. Il y a une petite histoire qui va se passer avec eux. Et ensuite, à la fin de l'histoire, ben, ils rejoignent l'équipage, tout simplement. Donc, on prend bien le temps de développer chaque personnage. Alors que Fairy Tail, dès le début, on nous a présenté énormément de personnages et on les découvre ensuite, petit à petit, de façon extrêmement lente. Alors que là, ici, c'est vraiment un arc de personnages à la fois. Et on sent que dans Eden Zero, on ne perd pas de temps. C'est-à-dire qu'on n'a pas cette sensation que les histoires ne servent à rien ou qu'il y a des histoires qui sont inutiles, voire remplaçables, négligeables. On sent que chaque histoire contribue un petit peu plus à la grande intrigue construite. Ce qui est cool avec Eden Zero aussi, c'est que l'histoire, depuis le début jusqu'à maintenant, on n'a pas vraiment une impression de comprendre comment l'histoire va se finir. Parce qu'il n'y a pas une ligne directrice, par exemple. Fairy Tail aussi, on avait cette impression qu'il n'y a pas de ligne directrice. Par exemple, Natsu, il ne va pas devenir Hokage ou trouver le One Piece. Si vous voulez ce que je veux dire. À la fin de One Piece, par exemple, il y aurait un but qui sera accompli, mais qu'on savait déjà au début quel sera ce but. On veut juste voir ce but s'accomplir et comment. Mais là, ici, dans Eden... Jérémy, est-ce que Eden Zero est connecté à Fairy Tail? Pas du tout. Pas du tout. C'est deux univers complètement différents. Fairy Tail ne se passe que sur un seul monde fantasy. D'ailleurs, que sur 2 continents au total. Alors que Eden Zero, c'est sur des planètes entières, des galaxies entières. C'est vraiment sa propre histoire. Les personnages... certains personnages se ressemblent énormément aux personnages de Fairy Tail. Par exemple, Fairy Tail, il y avait Erza, qui est le personnage aux cheveux roux, très badass, qui se bat. Ben, c'est le personnage féminin bagarreuse, on pourrait dire. Ben, ici, dans Eden Zero, il y a le personnage de Elsie, qui est à peu près la même chose, qui a exactement la même coupe de cheveux, la même couleur de cheveux, presque le même nom d'ailleurs. Et du coup, il y a des personnages qui se ressemblent. C'est tout à fait voulu, je pense. C'est dans l'idée de créer des petits clins d'œil à Fairy Tail, parce que pour les gens, et évidemment, il y a des gens qui vont détester ce genre de clin d'œil. Je pense notamment au fait qu'il y en a qui pourront dire ben, c'est pas original, etc. Voilà, ils utilisent toujours les mêmes personnages. Mais en fait, moi, je trouve que les clins d'œil sont très intéressants. Par exemple, pour ceux qui ont lu Fairy Tail, ben, par exemple, ceux qui ont lu Fairy Tail, ils savent que dans l'histoire de Fairy Tail, durant l'enfance de Natsu, à un certain moment, tous les dragons ont disparu du monde, ce qui a fait que, pour de bon, on n'en voyait plus. Eh bien, il y a une date pour cette disparition. Et en fait, cette date qui a été utilisée par Hiro Mashima, c'est tout simplement la date d'anniversaire de Haru, le personnage principal de Rave Master. Donc, c'est une sorte de clin d'œil qu'il a ajouté entre ses mangas. Ça se voit que même s'il a fini Fairy Tail, il aime toujours Fairy Tail, il aime toujours tous ses projets. C'est pour ça qu'il continue à faire des spin-offs où ses anciens héros reviennent. C'est pour ça que je dis que c'est un peu le mangaka idéal aussi. C'est que ça se sent qu'il adore ses projets, ça se sent qu'il a énormément d'amour et de passion pour ce métier de mangaka. C'est quelqu'un à qui on ne peut absolument pas reprocher d'être paresseux ou quoi que ce soit parce qu'il est extrêmement travaillant. C'est quelqu'un qui a tellement de bonnes qualités pour être un mangaka qu'on a l'impression, après avoir lu son histoire, que c'est le destin qui en a voulu ainsi. Mais ensuite, on se rend compte que depuis toujours, il a toujours voulu devenir mangaka. Donc, ça a toujours été son rêve. Donc, au final, sa propre vie ressemble beaucoup à celle d'un protagoniste de shonen qui a accompli son rêve et qui a accompli de grandes choses à partir de rêves d'enfance. Donc, si vous voyez à quel point son histoire est quand même passionnante, malgré sa réputation assez
Je veux dire, il n'a pas forcément une réputation d'être un grand génie. Parce que je pense que, surtout, en fait, surtout de la part devant une audience occidentale. Parce que je pense que l'audience occidentale priorise beaucoup trop le scénario et le script d'une histoire. Parce que, en fait, l'Occident est, comment dire, est habitué à énormément de scénarios qui sont extrêmement développés déjà, des mangas. Les mangas, je veux dire, qui ont précédé Fairy Tail, généralement, c'est des mangas qui sont extrêmement sérieux, qui ont des histoires, vraiment développées, vraiment bien réfléchies. D'ailleurs, c'est beaucoup de mangas où c'est le mangaka, il va faire un seul manga, une seule histoire de toute sa vie. Et du coup, voilà, c'est... je pense que c'est un critère. L'histoire est un critère qui, pour les Occidentaux, est beaucoup trop important. Et du coup, les gens qui... comment dire? Du coup, les gens qui s'attendent à une histoire plus sérieuse, peut-être à cause du fanservice. Parce que le fanservice, ça, c'est clairement quelque chose qui est omniprésent dans Fairy Tail. Ça a commencé avec Fairy Tail, mais ensuite, ça s'est étalé sur Eden Zero aussi. Dans Eden Zero, il y a énormément de fanservice aussi. Et je pense que ce fanservice est plus destiné pour adolescents matures, jeunes adultes, quand même qu'enfants, mais que son scénario, c'est quelque chose qui est fait pour que même des très jeunes enfants peuvent comprendre facilement. Et du coup, peut-être le fanservice crée une impression que... Mais aussi le fait que ce soit un manga shonen, évidemment. Parce que les mangas shonen, comme Naruto, par exemple, ou One Piece, les gens adultes, même qui ont 30 ans, peuvent facilement apprécier pour leur histoire. Leurs histoires restent si profondes que des adultes très matures peuvent parfaitement apprécier. Mais c'est pas le style de Hiro Mashima, et je pense que au final, si vous aimez son style, c'est tout ce qui compte. C'est pas... c'est surtout ça, je pense, qu'il faut en retenir. Et je pense que son histoire mérite vraiment, franchement, d'être racontée. Je pense que c'est quelqu'un de, je pense, assez remarquable. Du coup, voilà. Avec, du coup, bientôt 15 volumes sortis. Eden Zero, je pense que c'est un must à voir. Je vous encourage vivement à aller le voir. En attendant, on va s'arrêter là pour l'instant. J'espère que vous aimez le nouveau décor avec la bibliothèque, les figurines, etc. Il y a Nezuko ici, là. Et on va se retrouver peut-être dans quelques semaines où je ferai un autre live où je discuterai d'un autre sujet. En attendant, prenez soin de vous et profitez bien du début de l'été. Goodbye!